Et si je vous disais qu'à l'heure actuelle, la plupart des aliments dans votre réfrigérateur dépendent entièrement d'un réseau électrique qui pourrait tomber en panne à tout moment? Pendant la majeure partie de la histoire humaine, les gens se sont nourris durant de longs hivers, des traversées océaniques et des sièges de plusieurs années sans le moindre appareil électroménager. Pas de congélateur, pas de machine sous vide, pas d'additifs aux noms imprononçables. Ils avaient quelque chose de mieux. Ils possédaient un savoir transmis de génération en génération, perfectionné au fil des siècles, éprouvé dans les conditions les plus extrêmes qui soient. Aujourd'hui, je vais vous restituer ce savoir. 20 techniques de conservation oubliées, qui ont permis de nourrir des civilisations entières et que vous pouvez commencer à utiliser chez vous dès aujourd'hui. Restez dans les parages, car la recette numéro 17 de cette liste a permis de conserver des œufs comestibles pendant plus d'un an, en utilisant uniquement de l'eau et un minéral que vous pouvez commander en ligne pour quelques dollars. Et la technique numéro 20 est si ancienne, si élégamment simple, qu'elle est antérieure à l'histoire écrite, et elle fonctionne encore parfaitement aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos sur la manière de retrouver le mode de vie autosuffisant de vos arrière-grands-parents. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 techniques de conservation oubliées pour que vos aliments se conservent indéfiniment, classées de l'incroyablement utile à l'absolument essentiel. Numéro 1. Le salage, le plus vieux garde-manger du monde. Avant les réfrigérateurs, avant les conserves, avant tout cela, il y avait le sel. Et pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, le sel n'était pas qu'un simple assaisonnement. C'était une monnaie de survie. Les soldats romains étaient littéralement payés en sel. Le mot salaire en est issu. Voilà à quel point cette méthode de conservation était précieuse. Le salage fonctionne en extrayant l'humidité des aliments par osmose. Les bactéries ont besoin d'humidité pour survivre. Pas d'humidité, pas de bactéries. Pas de bactéries, pas de pourriture. C'est aussi simple et aussi propre que ça. Envelopper la viande ou le poisson dans une épaisse couche de sel sec, ce que nos ancêtres appelaient une boîte à sel, et les aliments commencent à perdre de l'eau presque immédiatement. Avec suffisamment de sel et de temps, on obtient un produit qui peut se conserver des mois, voire des années, sans aucune réfrigération. Jambon salé traditionnel, affiné dans les fermes européennes pendant 18 mois ou plus. La morue salée a nourri les Marines et les flottes de pêche de toute une époque. Dans les Appalaches, la tradition du salage était si fiable que les familles pouvaient abattre un porc en novembre et en consommer tout au long de l'été suivant. Voici la méthode pratique. Utilisez du sel non iodé, du sel kosher ou du sel de salaison, car l'iode peut nuire à la conservation. Enveloppez votre viande d'une généreuse couche de sel dans un récipient non réactif. Maintenez-le au frais, idéalement entre 36 et 40 degrés. Pour une épaule de porc épaisse, prévoyez environ 1 jour de salaison par 2 livres de viande. Le sel attire le liquide, et ce liquide, appelé saumure, se formera naturellement autour de la viande. Le salage a été remplacé par la réfrigération, non pas parce qu'il ne fonctionnait plus, mais parce qu'il était plus lent et nécessitait un savoir-faire. L'industrie alimentaire ne tire aucun profit de vos compétences. Elle tire profit de votre dépendance. Le salage est la base des connaissances en matière de conservation, celle sur laquelle tout le reste a été construit. Deuxièmement, le séchage à l'air libre, la méthode qui a permis de bâtir des civilisations. Le séchage à l'air libre est la méthode qui a permis aux armées de marcher, aux explorateurs de naviguer et aux agriculteurs de survivre à des hivers de 6 mois, sans électricité et sans magasin d'alimentation à moins de 160 km. C'est la forme de conservation des aliments la plus ancienne au monde, et elle ne nécessite presque rien. Il suffit de temps, de circulation d'air et de la sagesse de les utiliser. Le principe est simple. Les micro-organismes responsables de la pourriture des aliments ont besoin d'humidité.
En éliminant l'humidité lentement et uniformément par la circulation de l'air, vous supprimez leur capacité à survivre. Vous obtenez ainsi des aliments qui se conservent longtemps, sont légers et incroyablement concentrés en saveurs et en nutriments. Les herbes aromatiques sont le point de départ le plus facile. Attachez-les en petits fagots et suspendez-les la tête en bas, dans un endroit chaud et sec, bien aéré, comme une véranda couverte, un garde-manger avec une fenêtre ou une grange sèche. En une semaine ou deux, vous aurez des herbes séchées qui se conserveront 1 an, voire plus. Les lanières de viande maigre, le jerky originel, étaient suspendues de cette façon dans les cultures autochtones d'Amérique du Nord depuis des siècles. Le stockfish scandinave, de la morue séchée à l'air libre, suspendue à des claies en bois exposées au vent froid de l'Atlantique, était le combustible de l'époque viking. L'essentiel est de maintenir une faible humidité et une circulation d'air constante. Une forte humidité ralentit le séchage et peut favoriser la formation de moisissures avant que les aliments ne soient complètement conservés. À la fin de l'été ou en automne, par temps sec, le séchage à l'air libre a été oublié, non pas parce qu'il nous avait fait défaut. Il a disparu avec l'arrivée des déshydrateurs électriques qui ont accéléré le processus. Mais la vitesse n'est pas toujours un avantage. Le séchage lent à l'air libre préserve les composés aromatiques volatiles des herbes, que la chaleur élevée détruit. Et ça ne coûte rien. Le savoir est l'outil. Numéro 3. Le séchage au soleil. Énergie gratuite. Sagesse ancestrale. Le séchage au soleil est une variante plus puissante du séchage à l'air libre, et il a nourri des populations à travers la Méditerranée, le Moyen-Orient et l'Afrique équatoriale pendant des milliers d'années. Elle utilise la source d'énergie la plus abondante de la planète, la lumière directe du soleil, pour accomplir quelque chose que les usines agroalimentaires modernes tentent de reproduire en dépensant des quantités énormes d'électricité. Tomates séchées, figues séchées, raisins secs, poivrons séchés, enfilés en guirlandes colorées sur les murs en adobe. Il ne s'agit pas de tendances culinaires artisanales. Ce sont des techniques de conservation anciennes et éprouvées qui transforment l'abondance saisonnière en nourriture pour toute l'année. Le principe scientifique est le même que pour le séchage à l'air libre, l'élimination de l'humidité. Mais la lumière du soleil accélère considérablement le processus. Le rayonnement UV offre également un effet antimicrobien supplémentaire. Tue littéralement les bactéries présentes à la surface des aliments lorsqu'ils sèchent. La méthode traditionnelle est simple. Coupez les fruits et légumes en tranches régulières pour un séchage uniforme. Disposez-les sur des étagères ou des paravents en bois propres, jamais directement sur le sol en plein soleil. Rentrez-les la nuit pour éviter l'humidité de la rosée. En fonction du climat et des aliments, le processus prend de 2 à 5 jours. La nourriture est cuite lorsqu'elle est souple et élastique, sans poche d'humidité au centre. On appliquait souvent du sel avant le séchage au soleil, une combinaison de 2 techniques qui accélérait la perte d'humidité et ajoutait une couche de protection supplémentaire. Les grands-mères siciliennes faisaient cela avec les tomates, bien avant que quiconque n'invente l'expression « stratégie de conservation des aliments ». Le séchage Sunund a été oublié à l'ère industrielle, car il nécessite des conditions météorologiques favorables, un espace extérieur et de la patience. 3 choses dont l'industrie agroalimentaire industrielle est dépourvue. Mais pour celui qui fait des économies d'énergie à la maison dans un climat ensoleillé, cela reste l'un des outils les plus puissants dont il dispose. Numéro 4. L'immersion dans le pétrole. Emprisonner l'ennemi. L'immersion dans l'huile est l'une des techniques de conservation les plus élégantes jamais mises au point, car elle exploite un fait biologique fondamental. Les bactéries qui font pourrir vos aliments sont aérobies. Ils ont besoin d'oxygène pour survivre. En immergeant complètement les aliments dans l'huile, on empêche totalement l'oxygène de pénétrer. Pas d'oxygène, pas de bactéries aérobies, pas de bactéries aérobies.
pas de pourriture. Depuis des siècles, les cuisiniers de province conservent les herbes dans l'huile d'olive. Dans les fermes italiennes, on conservait des poivrons grillés dans l'huile tout l'hiver. Les citrons confits dans l'huile étaient un aliment de base dans les cuisines nord-africaines. Cette technique était répandue dans toutes les cultures ayant accès au pétrole car elle était efficace. Les herbes aromatiques sont parmi les meilleures candidates. Mettez les herbes fraîches ou séchées, romarin, thym, sauge, basilic, dans un bocal propre. Versez-les ensuite dans une huile d'olive de qualité jusqu'à ce qu'ils soient complètement immergés, puis fermez hermétiquement. Les herbes séchées ainsi conservées restent efficaces jusqu'à 1 an. L'huile elle-même s'infuse et devient utilisable pour la cuisson. Vous obtenez la conservation et la saveur dans un seul bocal. Les fromages à pâte dure peuvent également être conservés dans l'huile. De petits cubes de fromage à pâte ferme, entièrement immergés dans de l'huile d'olive avec des herbes et des épices, peuvent se conserver des semaines hors du réfrigérateur et des mois à l'intérieur. C'est ainsi que le fromage était conservé dans les communautés rurales méditerranéennes bien avant l'arrivée du réfrigérateur. Attention, l'ail frais et les herbes fraîches conservées dans l'huile à température ambiante peuvent créer des conditions propices au botulisme, une infection grave causée par une bactérie anaérobie. C'est pourquoi les aliments immergés dans l'huile et contenant des ingrédients frais doivent toujours être réfrigérés et consommés dans un délai d'1 à 2 semaines, sauf s'ils ont été correctement acidifiés. Séchez toujours vos herbes avant de les immerger dans l'huile pour une conservation à long terme. Cette technique est sans danger lorsqu'elle est pratiquée correctement, et nos ancêtres savaient exactement comment la réaliser correctement. Numéro 5. La conservation du miel. Le sceau antibactérien de la nature. Le miel est l'une des substances les plus remarquables que la nature ait jamais produites. Et l'une de ses qualités les plus sous-estimées est qu'elle ne se gâte tout simplement pas. Des archéologues ont découvert du miel comestible vieux de plus de 3000 ans dans des tombes égyptiennes. 3000 ans. Aucun produit de l'industrie alimentaire moderne n'approche, même de loin, cette durée de conservation. Le miel agit comme agent de conservation grâce à de multiples mécanismes simultanés. Sa teneur en humidité est extrêmement faible, généralement autour de 17%, ce qui prive les bactéries de l'eau dont elles ont besoin pour fonctionner. Son pH est naturellement acide, généralement compris entre 3,2 et 4,5, ce que la plupart des bactéries ne peuvent pas tolérer. Et elle produit de petites quantités de peroxyde d'hydrogène par une réaction enzymatique, ce qui lui confère une véritable activité antimicrobienne. Nos ancêtres ont utilisé toutes ces propriétés intentionnellement. Les gousses d'ail immergées dans du miel cru développent une saveur complexe et douce au fil des semaines, tout en se conservant pendant des mois. Les fruits enrobés de miel et séchés se conservent bien plus longtemps que les fruits non traités. Des noix enrobées de miel, conservées durant l'hiver, dans diverses cultures d'Europe et de Asie. Les viandes glacées au miel résistaient mieux à la détérioration que leurs équivalents non traités. Pour une conservation pratique à domicile, essayez de mettre des gousses d'ail entières dans un pot de miel cru. En quelques jours, le miel se fluidifie à mesure que l'ail libère son humidité et ses composés aromatiques. En quelques semaines, vous aurez conservé de l'ail et du miel à l'ail, 2 produits qui se conservent à température ambiante et sont tous deux utiles en cuisine. La conservation du miel a disparu des pratiques courantes, tout simplement parce que le sucre est devenu bon marché et que les réfrigérateurs se sont généralisés. Mais le miel brut reste un conservateur véritablement puissant et l'un des plus savoureux qui soit. C'est une méthode de conservation qui a le goût d'une récompense. Numéro 6. Vente de racines. La terre comme réfrigérateur. La terre elle-même maintient une température remarquablement stable, à quelques mètres sous la surface. Généralement entre 50 et 60 degrés Fahrenheit toute l'année,
dans la plupart des climats tempérés. Cette fraîcheur constante, combinée à une humidité naturelle, crée des conditions idéales pour conserver une grande variété de légumes pendant l'hiver, sans aucun apport d'énergie. La vente de racines n'est pas un compromis primitif. C'est une utilisation sophistiquée de la thermodynamique naturelle qui a permis de nourrir des familles pendant des générations. Les familles américaines de l'époque coloniale, les pionniers et les agriculteurs européens ruraux dépendaient tous des vendeurs de racines comme principal système de stockage alimentaire. La variété des aliments qui se conservent bien dans un entrepôt frigorifique correctement géré est étonnante. Les pommes de terre, les carottes, les betteraves, les navets, les panais et le syriaque se conservent tous très bien dans des conditions fraîches et légèrement humides. Les oignons et l'ail préfèrent des conditions légèrement sèches et une bonne aération. Les pommes et les poires peuvent être vendues comme racines, mais il faut les tenir éloignées des légumes car elles dégagent de l'éthylène, un gaz qui accélère la maturation des produits voisins. Vous n'avez pas besoin d'une cave souterraine complète pour profiter de ce principe. Un coin de sous-sol non chauffé, un vide sanitaire isolé ou même une poubelle enterrée avec une isolation en paille peuvent recréer les conditions d'un vendeur ambulant. Les variables clés sont la température, toujours fraîche, jamais de gel, l'humidité, suffisamment élevée pour éviter le flétrissement, mais suffisamment basse pour éviter la pourriture, et l'obscurité. La vente de racines a été négligée à mesure que les réfrigérateurs sont devenus des appareils ménagers courants. Mais les réfrigérateurs consomment de l'électricité, tombent en panne, et ne peuvent pas stocker les volumes dont un agriculteur autonome a réellement besoin. Un vendeur de racines ne coûte rien à gérer et peut stocker suffisamment de nourriture pour faire vivre une famille pendant un long et rude hiver. C'est le réfrigérateur qui ne nécessite aucune électricité et qui ne tombe jamais en panne. Numéro 7. Enrobage de cendres d'herbe. Le secret oublié de la ferme. C'est celle dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler et celle qui les surprend le plus lorsqu'ils la découvrent pour la première fois. La cendre de bois, cette fine poudre grise qui reste après un feu de bois, a été utilisée pendant des siècles comme enrobage conservateur pour les œufs, le fromage et d'autres aliments. Et cela fonctionne grâce à une chimie vraiment intéressante. La cendre de bois est très alcaline, avec un pH proche de 12. La plupart des bactéries et des moisissures responsables de la détérioration des aliments ne peuvent pas survivre dans des environnements très alcalins. Lorsque vous roulez un œuf ou une meule de fromage dans de la cendre de bois fine et que vous l'enrobez complètement, vous créez une barrière alcaline qui empêche activement la prolifération microbienne à la surface. En Toscane, cette technique était utilisée pour conserver les œufs frais pendant des mois. Les œufs étaient roulés dans la cendre jusqu'à ce qu'ils soient entièrement recouverts, puis stockés dans des crocs ou des boîtes en bois. Le revêtement alcalin a empêché la dégradation de la cuticule de l'œuf, sa couche protectrice naturelle, prolongeant ainsi considérablement sa durée de vie. Les œufs ont simplement été rincés avant utilisation. Pour le fromage, l'enrobage de cendre remplit une double fonction. Elle protège contre les moisissures indésirables tout en permettant au fromage de respirer légèrement, créant ainsi des conditions favorables au développement de sa croûte naturelle. Le morbier, ce célèbre fromage français reconnaissable à sa bande sombre au milieu, doit cette bande à la cendre. Il s'agit d'une technique de survie devenue tradition culinaire. L'enrobage de cendres d'herbes aromatiques a disparu des pratiques courantes tout simplement parce que nous avons cessé d'utiliser le feu de bois comme principale source de chaleur et parce que les méthodes de conservation commerciale l'ont rendu superflu. Mais pour quiconque a accès à des cendres de bois dures propres, non pas du bois traité ni des cendres de charbon, uniquement des cendres de bois dur, cela reste une technique viable et fascinante avec une véritable profondeur historique. Numéro 8. La conservation au vinaigre. La saumure qui a vaincu le temps. La conservation au vinaigre est une méthode qui n'a jamais complètement disparu
car ces résultats sont trop bons et trop utiles pour être oubliés. Mais aujourd'hui, la plupart des gens considèrent la conservation au vinaigre comme un choix de saveur, une façon de rendre les concombres plus savoureux, plutôt que pour ce qu'elle est réellement. L'une des barrières microbiennes les plus fiables jamais découvertes. Le vinaigre est de l'acide acétique. L'acide acétique a une concentration suffisante, généralement 5% ou plus, comme c'est le cas pour le vinaigre blanc commercial standard, crée un environnement tellement acide que les bactéries pathogènes ne peuvent tout simplement pas survivre. C. Botulinum, éosinophile, salmonelle, tous ces virus sont stoppés net par une acidification appropriée. Les cornichons fermiers traditionnels n'avaient rien à voir avec les tranches sucrées à sandwich que la plupart des gens imaginent aujourd'hui. Elles étaient très acides, se conservaient à température ambiante sans réfrigération et regorgeaient de composés aromatiques issus de la fermentation lactique, que les cornichons au vinaigre ne peuvent pas reproduire intégralement. La choucroute, le kimchi et les véritables cornichons à l'aneth étaient à l'origine des produits fermentés et non des produits à base de vinaigre. Mais la marinade au vinaigre offrait rapidité et simplicité, une saumure fiable qui pouvait être préparée en quelques minutes. La formule de base est simple. Une saumure composée à parts égales d'eau et de 5% de vinaigre blanc ou de cidre, avec ajout de sel pour le goût et une protection supplémentaire, versée chaude sur les légumes préparés dans des bocaux stérilisés. Bien préparés, les conserves au vinaigre, immergées dans un bain-marie, peuvent se conserver 1 an, voire plus, sur une étagère du garde-manger. Concombres, haricots verts, betteraves, poivrons, oignons, asperges, ail, pratiquement tous les légumes marinés denses. Eh bien, ajoutez des herbes et des épices, et vous obtenez à la fois de la saveur et une fonction de conservation. La préparation de conserves au vinaigre s'est simplifiée et a été tellement commercialisée que la plupart des gens pensent qu'elle consiste à acheter des bocaux de cornichons sucrés dans une épicerie. Reprendre pleinement le processus, préparer sa propre saumure, remplir ses propres bocaux, les transformer soi-même, permet de reprendre le contrôle de son approvisionnement alimentaire là où il doit être, entre ses propres mains. Numéro 9. La fermentation. Laisser la vie préserver la vie. Nous sommes maintenant à mi-chemin de cette liste et je souhaite prendre un instant car la fermentation mérite plus qu'une simple entrée numérotée. La fermentation n'est pas une technique de conservation, c'est une philosophie. C'est la conviction que la vie peut être mise au service de la protection de la vie. Ces bactéries bénéfiques, placées dans un environnement adéquat, viendront à bout de tout ce qui pourrait nuire à vos aliments et à vous-même. Chaque culture culinaire traditionnelle sur Terre a développé la fermentation indépendamment. Car partout où il y avait des humains et de la nourriture, la fermentation se produisait. La choucroute en Allemagne, le kimchi en Corée, l'injera en Éthiopie, le kvass en Russie, le miso et le tempeh au Japon et en Indonésie, le yaourt et le kaifir en Asie centrale. Il ne s'agit pas d'accidents culturels. Il s'agit de la découverte universelle de l'humanité. Un peu de sel, du temps et la bonne température transforment les aliments périssables en quelque chose qui se conserve et qui est bénéfique. La lactofermentation est la forme la plus accessible. Les bactéries lactobacilles bénéfiques qui vivent à la surface de tous les légumes frais consomment les sucres et produisent de l'acide lactique. Cet acide lactique abaisse le pH du milieu, empêchant ainsi la prolifération de bactéries nocives. Le processus est autorégulé et lorsqu'il est réalisé correctement, remarquablement sûr. La méthode de base pour les légumes est d'une simplicité presque insultante. Râpez ou hachez vos légumes. Massez-le avec du sel non iodé à raison d'environ 2% en poids, soit environ 1 cuillère à café par livre. Tassez-le fermement dans un bocal propre, en pressant jusqu'à ce que le liquide du légume le recouvre complètement. Conservez à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil, pendant 3 à 7 jours. Goûtez quotidiennement.
Lorsqu'elle est acidulée, bien fraîche et exactement aussi acide que vous le souhaitez, placez-la en chambre froide. C'est ça. C'est de la choucroute. Voilà la base des cornichons fermentés. C'est ainsi que des milliards de personnes se sont nourries pendant des milliers d'années. Maintenant, si vous trouvez cela précieux et que vous commencez à réaliser à quel point une grande partie de ces connaissances nous a été volée sans notre permission, enterrée par une industrie qui profite de votre dépendance, rendez-moi un immense service maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela permet à cette vidéo d'atteindre les personnes qui en ont assez, qu'on leur dise qu'elles doivent acheter leur sécurité alimentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Nous construisons une communauté de personnes qui privilégient le savoir à la facilité. J'adorerais vous avoir parmi nous. Continuons, car nous n'avons même pas encore abordé les plus remarquables. Numéro 10. Infusion d'huile d'ail. Arômes, médicaments et conservation dans un seul pot. L'infusion d'huile d'ail se situe au carrefour de la conservation des aliments, de la phytothérapie et de l'art culinaire. Et cela représente quelque chose que le système alimentaire industriel ne peut pas reproduire. Un produit si riche en saveurs et en bienfaits qu'il rend tous les produits à base d'ail du commerce bien fades en comparaison. Le principe est simple. Les composés soufrés propres à l'ail, ceux-là même qui sont responsables de ses puissantes propriétés antimicrobiennes, se transfèrent dans l'huile lors de l'infusion. Le résultat est une huile qui conserve à la fois la saveur et une partie des propriétés conservatrices de l'ail lui-même. La préparation traditionnelle consistait à peler l'ail, parfois à écraser légèrement les gousses, puis à les immerger dans de l'huile d'olive de qualité dans un bocal hermétique. L'ail imprègne l'huile de ses arômes au fil de quelques jours au réfrigérateur, et l'huile infusée ainsi obtenue est utilisée pour la cuisson, comme condiment et comme ingrédient de conservation à court terme. Note de sécurité importante, et il s'agit de la même mise en garde que pour l'immersion dans l'huile. L'ail frais et l'huile à température ambiante peuvent présenter un risque de botulisme. Cette technique est destinée à une utilisation au réfrigérateur avec une durée de conservation de 1 à 2 semaines. Il s'agit d'une technique de conservation et d'aromatisation à court terme, et non d'un produit stable à long terme. Les utilisateurs traditionnels le comprenaient intuitivement, car ils le consommaient rapidement. Le problème survient lorsque l'on tente d'étendre la technique au-delà de son mode d'utilisation naturel. Consommer correctement et dans les délais recommandés. Le huile infusée à l'ail est l'une des préparations les plus utiles dans une cuisine traditionnelle. Il transforme l'ail, un légume simple, en une base aromatique prête à l'emploi et en un ingrédient puissant. Exactement le genre d'approche polyvalente et anti-gaspillage qui caractérisait la culture alimentaire ancestrale. Numéro 11. Plafond épais. Confit. La ferme française. Miracle. Le confit est l'une des techniques de conservation les plus sophistiquées jamais développées par une culture agricole, et les Français l'ont élevé au rang de véritable art. Mais à l'origine, ce n'était pas une cuisine à base d'avoine, mais une pure sagesse de survie. Le mot confit vient du français confire. Pour conserver les cuisses de canard, on les fait cuire lentement dans leur propre graisse fondue, et on les stocke complètement immergées dans cette graisse, puis on les conserve dans des pots en terre cuite pendant des mois dans une cave fraîche sans réfrigération. Cette technique permet aux agriculteurs gascons du sud-ouest de la France de conserver les récoltes d'automne pendant les mois d'hiver, période de disette. Le mécanisme est identique à celui de l'immersion dans l'huile, à savoir l'exclusion complète de l'oxygène. La graisse forme une couche protectrice autour de la viande cuite, empêchant ainsi les bactéries aérobies de l'atteindre. La cuisson lente à basse température permet également d'éliminer les agents pathogènes présents dans la viande. L'association de la cuisson et de la mise sous vide permet d'obtenir un produit à la fois sûr et extraordinairement délicieux.
Outre le canard, cette technique s'applique au porc, à l'oie, au lapin et même aux légumes. Confit d'ail. Des gousses d'ail entières cuites lentement dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles soient tendres et dorées. Se conserve plusieurs semaines au réfrigérateur et est sans doute l'ustensile le plus utile dans la cuisine de tout cuisinier sérieux. Le confit traditionnel à la ferme ne nécessitait pas d'équipement spécialisé. Une cocotte épaisse, de la graisse animale, un feu doux et un endroit frais pour la conservation. Voilà le système dans son ensemble. La graisse pouvait être réutilisée plusieurs fois, chaque lot absorbant davantage de saveur du précédent. Le confit est tombé dans l'oubli en dehors de la tradition culinaire française, car la transformation industrielle des aliments a remplacé le besoin de conservation par opercule de graisse par la réfrigération. Mais les saveurs que l'on obtient grâce à une bonne confeiterie ne sont tout simplement pas reproductibles par un procédé industriel. Voilà un cas où la technique de conservation et le résultat culinaire sont tout aussi remarquables. Numéro 12. Saumurage. Le bain de sel liquide qui fait tout. Le saumurage est la cousine plus flexible du salage, et c'est peut-être la technique de conservation la plus polyvalente de toute cette liste. Alors que le salage à sec agit en extrayant l'humidité, le saumurage agit en créant un environnement salin tellement hostile aux bactéries nocives qu'elles ne peuvent tout simplement pas s'y installer. Une saumure de base est simplement du sel dissous dans de l'eau, généralement entre 2 et 10% de sel en poids, selon l'application. À cette concentration, le sel empêche non seulement la détérioration, mais commence également à affecter la structure cellulaire des aliments, permettant à la saumure de pénétrer profondément et de modifier la texture, la saveur et la rétention d'humidité. Les applications traditionnelles de saumurage étaient d'une ampleur considérable. Le poisson était saumuré avant d'être fumé ou séché, une technique de double conservation utilisée par des cultures allant de la Scandinavie au nord-ouest du Pacifique. Les viandes étaient saumurées avant d'être rôties afin d'augmenter leur rétention d'humidité et d'allonger leur durée de conservation. Les olives, immangeables car amères à l'état frais, se transforment par un processus de conservation en saumure pendant des semaines ou des mois, en olives que nous consommons aujourd'hui. Capre, anchois, citron confit, beurre traditionnel. Tous ces aliments traditionnels conservés impliquent un saumurage à un stade ou un autre. L'application pratique à domicile est simple. Pour une conservation à court terme et une amélioration de la saveur, faites tremper les protéines dans une saumure à 4 à 6%, soit environ 1 cuillère à café de sel par tasse d'eau, au réfrigérateur pendant plusieurs heures, voire toute une nuit. Pour une conservation à plus long terme des légumes ou des protéines, utilisez une saumure plus concentrée et conservez-les au frais. Le saumurage a disparu des pratiques courantes, car la réfrigération a rendu la fonction de conservation superflue et parce que les avantages gustatifs ont été oubliés en même temps que la technique. Redécouvrez le saumurage et vous redécouvrirez toute une couche de saveurs et de textures que la culture culinaire moderne a presque complètement perdue. Numéro 13. Séchage des pâtes de fruits. Nutrition ancestrale. Vous pouvez vous enrouler. La pâte de fruits sonne comme une invention moderne des magasins de produits diététiques. Non. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord fabriquaient du pemmican, un mélange concentré de viande séchée et de graisse fondue, parfois combiné à des fruits secs, qui permettait de nourrir les voyageurs et les chasseurs pendant des mois. Les fruits réduits en purée et séchés faisaient partie intégrante de cette tradition et des traditions de conservation des aliments dans le monde entier. La technique est exactement ce que son nom indique. Les fruits mûrs, plus ils sont mûrs, c'est mieux, car leur teneur en sucre contribue à la fois à la saveur et à la conservation, sont réduits en purée et étalés en une fine couche uniforme sur une surface de séchage. Traditionnellement, on utilisait des planches de bois ou des pierres plates. La fine couche sèche au soleil ou dans un environnement chaud et sec en 1 à 3 jours, concentrant les sucres et les acides du fruit,
en une feuille stable à température ambiante. La pâte de fruits ainsi obtenue présente une teneur en humidité considérablement réduite, généralement inférieure à 20%, ce qui empêche la prolifération des moisissures et des bactéries. Les sucres naturels concentrés créent une barrière osmotique supplémentaire. Les pâtes de fruits correctement préparées et conservées peuvent se garder de 6 mois à 1 an sans réfrigération. N'importe quel fruit fera l'affaire. Pommes, poires, pêches, prunes, mangues, baies. Tous ces fruits offrent d'excellentes combinaisons avec le cuir et créent des saveurs complexes. L'ajout de miel ou d'un filet de jus de citron, avant de réduire en purée, rehausse à la fois la saveur et la durée de conservation. La concentration nutritionnelle est remarquable. Une fine feuille de cuir de pommes séchées contient les nutriments de plusieurs pommes entières, pour un poids et un volume bien moindres. C'est pourquoi les pâtes de fruits étaient un aliment de base en randonnée et en voyage bien avant l'invention des barres énergétiques. La pâte de fruits a été cataloguée comme un encas pour enfants et largement oubliée en tant que technique de conservation sérieuse. Le revendiquer pour ce qu'il est réellement. Un aliment léger, très nutritif et stable à température ambiante que nos ancêtres ont eu l'intelligence de découvrir bien avant nous. Numéro 14. Stockage des céréales dans des bocaux hermétiques. Le garde-manger qui survit à tout. Il s'agit de la technique la plus simple de la liste et sans doute la plus importante pour la sécurité alimentaire à long terme. Les céréales, le riz, les grains de blé, les haricots secs, les lentilles et le maïs séché sont naturellement stables à température ambiante. Correctement conservées, elles peuvent durer des décennies. L'ennemi n'est pas le temps lui-même, mais les conditions qui accélèrent la détérioration. L'humidité, l'oxygène, les fluctuations de température et les parasites. Toutes les cultures traditionnelles de stockage des céréales ont développé des systèmes pour contrôler ces variables bien avant que la science alimentaire moderne ne puisse expliquer la chimie. Les anciens Égyptiens stockaient les céréales dans des récipients en argile scellée. Les greniers militaires romains étaient construits selon des principes de ventilation spécifiques afin de maintenir des températures stables. Les pionniers de la colonisation conservaient leurs céréales dans des tonneaux en bois hermétique, munis de couvercles bien ajustés, auxquels ils ajoutaient souvent des feuilles de laurier ou de la terre de datma comme répulsif naturel contre les insectes nuisibles. L'adaptation moderne est d'une élégante simplicité. Les bocaux Mason en verre à large ouverture et à couvercle hermétique sont idéaux. Ils sont bon marché. Ils sont réutilisables à l'infini. Et le verre est totalement imperméable à l'humidité et aux insectes. Remplissez les bocaux jusqu'au goulot en laissant un minimum d'espace d'air. Pour un stockage à long terme d'1 an ou plus, ajoutez un absorbeur d'oxygène ou utilisez la méthode de la glace sèche pour déplacer l'oxygène avant le scellage. L'ajout de feuilles de laurier dans les jarres à grains repousse les insectes, une technique traditionnelle qui repose sur les mêmes huiles aromatiques, qui rendent les feuilles de laurier utiles en cuisine. Les piments séchés entiers remplissent la même fonction. La règle du frais, de l'obscurité et du sec s'applique universellement. Un bocal de riz blanc ou de haricots secs correctement conservé et scellé, maintenu à température ambiante stable, peut rester consommable pendant 25 ans ou plus. Il ne s'agit pas d'une hypothèse, c'est de la science alimentaire. La stabilité de la température est plus importante que la fraîcheur absolue. Une fraîcheur constante est préférable à des températures fluctuantes. Le stockage des céréales dans des bocaux hermétiques a été oublié car l'abondance et le faible coût des aliments ont rendu le stockage à long terme superflu. Mais la sécurité alimentaire ne se résume pas à ce qui est disponible en magasin aujourd'hui. Il s'agit de ce qui se passe lorsque le magasin n'est pas là. Numéro 15. Conservation de la glace. À l'ancienne, la récolte. Avant les réfrigérateurs. Avant l'invention des réfrigérateurs électriques, il y avait les glacières. Et le commerce de la glace au XIXe siècle
était l'une des industries les plus importantes d'Amérique. Une entreprise entièrement axée sur la récolte, le stockage et l'expédition de glace naturelle aux particuliers, restaurants et entreprises qui en avaient besoin pour conserver leurs aliments. Mais bien avant la livraison commerciale de glace, les gens utilisaient la glace et l'isolation de manière remarquablement efficace. Le principe est simple. Les basses températures ralentissent considérablement l'activité enzymatique et la croissance microbienne responsable de la détérioration des aliments. La glace procure ce froid. L'isolation, la paille, la sciure de bois, la laine et la terre compactée ralentissent la fonte de la glace. Les glacières traditionnelles étaient creusées partiellement ou totalement dans le sol, ce qui leur assurait une stabilité thermique naturelle. La glace récoltée en hiver dans les étangs et les rivières gelées était emballée dans de la sciure de bois et pouvait se conserver jusqu'à l'été dans une glacière correctement construite. Les aliments conservés dans les zones froides d'une glacière restaient frais pendant des jours, voire des semaines, soit beaucoup plus longtemps qu'à température ambiante. L'application pratique à domicile ne nécessite pas de glacière. Une glacière à isolation renforcée, une cave à légumes avec un bloc de glace ou une chambre froide alimentée par un ruisseau, toutes ces solutions traditionnelles permettent un stockage frigorifique efficace, sans électricité. Pour les situations de courte durée comme les pannes de courant, les mêmes principes s'appliquent. Une glacière remplie de blocs de glace, ouverte au minimum, peut maintenir les aliments à une température sûre pendant 3 à 5 jours, voire plus. La conservation traditionnelle de la glace a été entièrement remplacée par la réfrigération électrique, plus pratique et plus fiable dans des conditions normales. Mais comprendre le principe sous-jacent, l'isolation thermique et le renouvellement d'air minimal vous offre des solutions en cas de panne du réseau électrique. Et l'histoire montre que dépendre entièrement du réseau électrique pour la sécurité alimentaire est un risque que nos arrière-grands-parents auraient jugé inacceptable. Numéro 16. Enrobage de cire, conservation du fromage, le sceau qui maintient le fromage en vie. Le cirage du fromage est une de ces techniques qui se situe précisément à la croisée de l'artisanat traditionnel et de la science pratique. Le principe est que, pendant l'affinage, le fromage a besoin d'être protégé de l'environnement, notamment d'une perte d'humidité rapide et des moisissures indésirables, tout en pouvant développer ses caractéristiques au fil du temps. La cire à fromage accomplit cela avec une élégante simplicité. Fondue et appliquée à l'extérieur d'une meule de fromage correctement préparée, il crée un joint souple et hermétique qui ralentit la perte d'humidité et bloque les contaminants environnementaux tout en permettant au fromage de mûrir sans être dérangé. Les fromages traditionnels à croûte cirée, comme l'Édom et le Gouda, ont développé leur enrobage de cire caractéristique, spécifiquement comme outil de conservation dans le commerce fromager néerlandais. Des meules de fromage enrobées de cire pouvaient survivre à des voyages en mer de plusieurs mois. Un avantage pratique considérable à une époque où le fromage était une source de protéines essentielles pour les marins et les commerçants. Les fromagers amateurs, qui souhaitent affiner leur fromage à pâte dure, sans cave dédiée ni environnement soigneusement contrôlé, utilisent l'enrobage de cire comme principale protection. Le processus est simple. Pressez fermement votre fromage, faites fondre de la cire à fromage de qualité alimentaire et non de la paraffine, qui est trop cassante, et trempez-y la meule ou appliquez la au pinceau en plusieurs couches, en la faisant tourner pour couvrir complètement toutes les surfaces. La meule enduite de cire peut ensuite être conservée dans un endroit frais, une cave, un sous-sol frais, et vieillie pendant des mois. Correctement affinés, les fromages à pâte dure enrobés de cire peuvent se conserver à température ambiante pendant 6 mois, voire plus. Les fromagers traditionnels affinaient régulièrement leur meule pendant 1 an, voire plus, en utilisant uniquement de la cire et une cave fraîche. L'enrobage à la cire a disparu des pratiques artisanales lorsque le fromage industriel a remplacé le fromage fermier. Se réapproprier ce pouvoir signifie
se réapproprier la capacité de produire et de conserver son propre fromage, ce qui revient à reconquérir une part supplémentaire de véritable souveraineté alimentaire. Numéro 17. Coloration des œufs à l'eau. Des œufs pour 1 an dans un crocodile. Voici celui que je vous avais promis au début, et il tient toutes ses promesses. La vitrification à l'eau est une technique de conservation des œufs tellement efficace qu'elle paraît impossible jusqu'à ce qu'on l'essaie. Œufs conservés dans une solution d'eau de chaux. Un simple mélange de chaux pour conserves et de eau reste comestible pendant 9 à 18 mois sans réfrigération. La chimie est simple. L'hydroxyde de calcium, la chaux de saumure, également appelée chaux hydratée, crée une solution très alcaline avec un pH d'environ 12. Ce milieu alcalin scelle les pores microscopiques de la coquille d'œuf, qui permettent normalement les échanges gazeux et une perte progressive d'humidité. En scellant ces pores, la solution de chaux préserve en quelque sorte la fraîcheur de l'œuf. Les familles agricoles américaines traditionnelles utilisaient la vitrification à l'eau comme une pratique courante avant l'arrivée de la réfrigération électrique, mais ralentissent ou cessent de pondre en hiver et de s'en servir pendant les mois où les œufs frais étaient rares. La méthode est d'une simplicité presque absurde. Mélangez 1 ose de chaux à saumure par quart d'eau propre dans un récipient ou un seau allant au contact alimentaire. Remuez jusqu'à dissolution complète. Plongez délicatement des œufs propres, frais et non lavés. Il est crucial de noter que les œufs dont la cuticule naturelle n'a pas été enlevée par lavage, car cette cuticule fait partie intégrante de leur opercule. Conservez le récipient couvert et rangez-le dans un endroit frais et sombre. C'est ça. Les œufs coulent naturellement et restent immergés. Quand vous avez besoin d'un œuf, plongez-le dedans, rincez-le et utilisez-le. Entre 9 et 12 mois, les œufs congelés à l'eau peuvent avoir une texture légèrement différente lorsqu'ils sont utilisés en pâtisserie. Et les jaunes peuvent ne pas être aussi hauts lorsqu'ils sont frits, mais ils sont parfaitement sûrs et nutritifs. Le traitement de l'eau par vitrification a disparu des usages courants dès que les réfrigérateurs électriques sont devenus la norme dans les foyers. Mais pour les agriculteurs qui vivent en autarcie, les ménages hors réseau ou tous ceux qui cherchent à assurer leur sécurité alimentaire, cela représente une capacité étonnante. La possibilité de conserver une année d'œufs en utilisant uniquement de l'eau, de la chaux et un crocodile. Numéro 18. Fumeur. Du feu, de la saveur et une barrière. Rien ne peut traverser. Le fumage est la technique de conservation qui a donné naissance aux traditions du saumon fumé du nord-ouest Pacifique, aux jambonneries du sud américain, aux cultures de la charcuterie en Allemagne, en Scandinavie et en République tchèque, et aux industries du poisson fumé de pratiquement toutes les cultures côtières de la planète. C'est ancien. Il est puissant. Et ce qu'elle fait aux aliments est l'une des transformations chimiques les plus complexes de toute la tradition culinaire. La fumée est préservée grâce à de multiples mécanismes simultanés. La chaleur du fumage dessèche l'extérieur de la viande ou du poisson, réduisant ainsi l'humidité en surface. La fumée elle-même dépose à la surface des composés phénoliques et des aldéhydes qui possèdent de véritables propriétés antimicrobiennes. Et la combinaison de chaleur et de sel, presque toujours appliquée avant le fumage. Et la fumée crée un système de conservation qui est plus que la somme de ses parties. Le fumage à froid traditionnel, effectué à des températures comprises entre 70 et 90 degrés Fahrenheit pendant plusieurs heures ou jours, est avant tout une technique de conservation. La fumée pénètre profondément, le séchage est complet, et le résultat est un produit qui peut se conserver des semaines, voire des mois, à température ambiante. Le fumage à chaud à haute température est avant tout une technique de cuisson, qui présente également des avantages en matière de conservation. La configuration traditionnelle ne nécessitait rien de plus qu'une source de fumée, un feu de bois dur spécifique
car l'essence du bois est extrêmement importante, et un espace clos pour concentrer cette fumée autour des aliments. Les fumoirs étaient des dépendances courantes dans les fermes du sud des États-Unis. Dans d'autres traditions, de simples fumoirs en bois fabriqués à partir de tonneaux remplissent la même fonction. Le choix du bois influence considérablement le résultat. Le bois de hickory produit la fumée profonde et prononcée, caractéristique de la tradition du barbecue américain. L'aulneux est le choix traditionnel pour le saumon du Pacifique. Les bois de pommier et de cerisier produisent une fumée douce et légèrement sucrée, idéale pour la volaille et le porc. Les fumeurs traditionnels connaissaient leurs essences de bois aussi intimement que leurs animaux. Le fumage s'est industrialisé, puis domestiqué en une culture du barbecue de week-end, dépouillé de sa fonction de conservation. Réhabiliter le fumage comme technique de conservation, c'est reconquérir la capacité de transformer et de conserver soi-même sa viande. L'une des compétences d'autonomie les plus fondamentales qui soit. Numéro 19. Emballage de feuilles. L'emballage alimentaire biodégradable qui fonctionne vraiment. L'emballage dans une feuille est la technique de conservation qui semble la plus ancienne, la plus intuitive et la plus connectée au monde naturel, car elle réunit toutes ses qualités. C'est aussi la technique que les emballages alimentaires industriels modernes tentent désespérément de reproduire avec des matériaux synthétiques, à un coût énorme et au prix de dommages environnementaux considérables, sans jamais égaler ce qu'une feuille de bananier ou une feuille de figuier accomplit naturellement. Certaines feuilles de plantes contiennent des composés antimicrobiens à leur surface et un revêtement cireux régulateur d'humidité qui, ensemble, créent un micro-environnement de conservation véritablement efficace. Les feuilles de bananier utilisées en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale et en Afrique contiennent des agents antimicrobiens naturels tout en assurant une régulation de l'humidité. Les feuilles de maïs, utilisées dans la tradition des Tamalésies, créent une enveloppe semi-perméable qui gère la vapeur et l'humidité pendant la cuisson et ralentit ensuite la détérioration. Les feuilles de figuier contiennent des enzymes et des composés antimicrobiens que les traditions européennes utilisaient pour emballer le fromage. Les feuilles de lotus dans les traditions culinaires asiatiques. Les feuilles de taro dans la culture culinaire des îles du Pacifique. Les feuilles de vigne dans les traditions méditerranéennes. On les retrouve encore aujourd'hui dans les dolmas, ces feuilles de vigne farcies, spécialité des cuisines grecques, turques et du Moyen-Orient. Toutes les cultures culinaires qui vivaient à proximité de plantes à grandes feuilles ont découvert que ces feuilles constituaient un emballage utile. Son application pratique ne se limite pas aux régions tropicales. Dans tous les climats où l'on trouve de grandes feuilles intactes, comme celles du figuier, de la vigne, de la bête-à-carde, voire même de grandes feuilles de chou frisé, l'emballage de ces feuilles permet une conservation à court terme et une amélioration de la saveur pendant la cuisson ou le stockage. L'emballage en feuilles a été remplacé par des emballages alimentaires synthétiques qui génèrent d'énormes quantités de déchets et dépendent des produits pétroliers. Les feuilles ne coûtent rien, ne génèrent aucun déchet et, dans de nombreux cas, améliorent activement la saveur de ce qu'elles enveloppent. C'est l'une de ces techniques où la solution traditionnelle n'est pas seulement adéquate, elle est meilleure. Numéro 20. Joint d'étanchéité pour peau en terre cuite. La technologie qui n'a jamais eu besoin d'être améliorée. Et nous y voilà. Numéro 20. Celle que je vous ai promise est si ancienne qu'elle est antérieure à la histoire écrite. La conservation des aliments dans des pots en argile est la technique de stockage originelle, plus ancienne que l'agriculture elle-même. Et son fonctionnement repose sur des principes si bien adaptés à sa fonction que 10 000 ans de progrès technologiques n'ont rien produit qui le surpasse pour cet objectif spécifique. L'argile est un matériau remarquable. L'argile non émaillée est légèrement poreuse. Respirant comme un légume racine, a besoin d'être conservé pour respirer. Il absorbe et libère l'humidité lentement.
créant ainsi un environnement d'humidité autorégulé à l'intérieur du pot. L'argile possède une masse thermique élevée, ce qui signifie qu'elle chauffe et refroidit lentement, protégeant ainsi les aliments qu'elle contient des fluctuations de température ambiante. Et lorsqu'elle est scellée avec un couvercle de la même argile, rempli de matériaux naturels comme la cire d'abeille, le suif ou la barbotine d'argile, elle crée un environnement de stockage d'une stabilité remarquable. Les vendeurs traditionnels de pots en argile d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud conservent les aliments à des températures nettement inférieures à la température ambiante grâce au refroidissement par évaporation. La casserole respire légèrement. L'humidité s'évapore de sa surface, et cette évaporation refroidit son contenu. Un pot en terre cuite, placé à l'ombre dans un climat sec, peut maintenir son contenu à une température de 10 à 15 degrés inférieure à celle de l'air ambiant. Il s'agissait du réfrigérateur d'origine, et il ne nécessitait ni électricité, ni liquide réfrigérant, ni entretien. Des pots en argile scellés ont permis de conserver des céréales, de l'huile, du vin, du fromage et des viandes dans les civilisations allant de l'ancienne Mésopotamie à l'Amérique précolombienne. Tous les sites archéologiques ayant abrité une population humaine importante contiennent des récipients de stockage en argile car ils étaient universels. Développés indépendamment sur chaque continent car les principes sont universels. Le regain d'intérêt moderne pour l'utilisation des pots en argile est dû en partie à l'intérêt pour la cuisine traditionnelle et en partie à la reconnaissance croissante du fait que les récipients de stockage en argile non émaillés sont véritablement plus performants que le plastique et le verre pour certaines applications, notamment le stockage des légumes racines et des céréales, où la régulation naturelle de l'humidité est importante. On a oublié d'imperméabiliser les pots en terre cuite, non pas parce qu'ils avaient cessé de fonctionner. Elle a disparu parce que les systèmes alimentaires industriels ont fait du stockage des aliments le problème de quelqu'un d'autre. Lorsque vos aliments vous sont livrés emballés en usine, vous n'avez pas besoin de savoir comment les conserver. Mais dès que vous commencez à produire votre propre nourriture, à cultiver un jardin, à élever des animaux, à conserver les récoltes, vous avez besoin de systèmes de stockage efficaces. Le procédé de poterie en argile est celui qui a permis de faire vivre toutes les civilisations qui en ont jamais construit. 20 techniques, 20 façons de nourrir votre famille, de protéger vos récoltes et de sortir du système de dépendance alimentaire industrielle. Aucun d'eux ne nécessite d'électricité. Aucun d'entre eux ne nécessite un abonnement ou une chaîne d'approvisionnement d'entreprise. Elles requièrent des connaissances, des compétences et la décision de cesser de sous-traiter sa sécurité alimentaire à des systèmes qui se moquent bien de savoir si vous mangez. Nos arrière-grands-parents savaient déjà la plupart de ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Ce n'était pas un savoir particulier, c'était une connaissance de base, connaissance culinaire, ce genre de choses que les enfants apprenaient en se tenant à côté de leurs parents dans la cave, en regardant les œufs enfournés dans le fumoir, en sentant la fumée de bois du fumoir en octobre. Nous n'avons pas oublié ce savoir par hasard. On nous a vendu le confort comme solution de remplacement. Et la facilité, c'est bien. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Jusqu'à ce que le courant soit coupé, jusqu'à ce que la chaîne d'approvisionnement se rompe, jusqu'à ce que les rayons des magasins soient vides. Lorsque ces moments arrivent, et l'histoire nous montre qu'ils finissent toujours par arriver. Ceux qui savent conserver les aliments sont ceux qui les mangent. C'est cette communauté que Homestead Roots est en train de construire. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui qui a changé votre façon de penser à la sécurité alimentaire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Elle permet de toucher les personnes qui ont besoin de cette information. Laissez un commentaire et dites-moi quelle technique vous allez essayer en premier. Êtes-vous plutôt adepte du water glassing, de la fermentation ou du fumage? Je lis tous les commentaires et j'adore avoir de vos nouvelles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner »
et activez la cloche de notification. Ce savoir nous appartient à tous. Faisons en sorte que cela ne soit pas oublié.